journal de 7h30, Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la veille du 15 août, les lieux de culte sont donc particulièrement surveillés. Les forces de l'ordre très mobilisées en cette veille de l'Assomption, fête chrétienne qui commémore la montée au ciel de la Vierge Marie. Il y aura donc beaucoup de monde dans les églises ce week-end, alors que le contexte général est très tendu avec la menace terroriste qui pèse sur la France. C'est le cas aussi à Lourdes, lieu par excellence du pèlerinage marial. Beaucoup de fidèles seront présents, d'où des mesures de sécurité très importantes. Reportage de Margot Bongrand. 300 membres des forces de l'ordre sont mobilisés cette semaine aux abords de Lourdes et du sanctuaire. Le commandant de police Dos Santos détaille le dispositif. On a 2 compagnies de CRS, on a des renforts de la zone de Marseille, donc des BAC départementales, des unités cynophiles. On a des drones, on a l'avion de la police aux frontières qui va tourner au-dessus pour avoir une vue d'ensemble et puis qu'on ait des yeux partout pour que cette masse de population soit en sécurité. Et en temps normal, le commissariat de Lourdes serait en capacité de sécuriser 20 000 personnes à l'instant T. Des brigades de gendarmerie surveillent les arrivées par la route à Lourdes. La circulation est restreinte dans la ville, explique la sous-préfète Sophie Miecheville. Il y a des bornes qui empêchent l'intrusion de véhicules béliers. On a aussi des bornes dans la ville de Lourdes. Il y a un contrôle qui est effectué aux entrées. Sur des événements en plus religieux, on craint toujours évidemment le risque attentat, mais comme partout en France, il est vraiment nécessaire que dès lors qu'on a un afflux de public important, la sécurité soit maximisée et renforcée comme on le fait tous les ans. Lourdes accueille également une brigade de gendarmerie roumaine. Le dispositif de sécurité renforcé sera prolongé la semaine prochaine lors du pèlerinage des gens du voyage. Lourdes, Margot Bongrand, Europe 1. L'agglomération de Clermont-Ferrand, elle, a été le théâtre de graves violences dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs maisons ont d'abord été la cible d'incendies volontaires. Des maisons, des douilles d'armes à feu ont été retrouvées. Au même moment, quelques kilomètres plus loin, des individus ont été blessés par des tirs alors qu'un véhicule a brûlé non loin de là et qu'un corps calciné a été découvert à l'intérieur. Des événements simultanés qui pourraient avoir un lien avec des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. On y revient dans le détail dans le journal de 8h. 2 hommes soupçonnés d'avoir aidé Mohamed Amra dans sa fuite en mai 2024 ont été écroués hier en France après avoir été extradés du Maroc. 2 complices du narcotrafiquant âgés de 28 et 38 ans. Ils avaient été interpellés il y a plusieurs mois. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au commando qui a fait libérer Amra, tuant 2 agents pénitentiaires. Ils seront rapidement présentés à un juge. Mohamed Amra, lui, est toujours incarcéré. Il a été transféré le mois dernier dans la prison haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. La canicule, elle sévit toujours en France. Nouveau record battu hier, 41 degrés 7 relevé à Châteaumeillan dans le Cher, 41 degrés 1 à Montbeugny dans l'Allier, même 39 degrés 7 à Saint-Michel-de-Maurienne en Savoie, pourtant situé à 700 mètres d'altitude. 75 départements sont toujours en vigilance orange. Alors qu'hier, ce sont les orages qui sont à leur tour invités sur la France. Rafales de vent à plus de 100 km/h et averses de grêle, notamment sur la Haute-Garonne ou en Bourgogne. Nos organismes commencent donc sérieusement à souffrir de ce long et intense épisode de chaleur. Alors quand cela va-t-il enfin s'arrêter? Pas tout de suite, malheureusement, Alexis Bourdon. Eh bien, le thermomètre ne devrait pas baisser tout de suite. Pour cette seconde vague de chaleur de l'été, les températures vont rester très hautes. Dans le sud-ouest notamment, on devrait à nouveau dépasser la barre des 40 degrés. Il faudra attendre mardi prochain avant de constater un rafraîchissement. Nemo Pavlovski, prévisionniste Météo France. Ces fortes chaleurs, on s'attend à ce qu'elles baissent surtout en fait après un passage orageux qu'on commence à apercevoir dans nos modélisations avec de l'air plus frais qui arrive à l'arrière et on commencera petit à petit à retrouver des températures plus convenables qui resteront légèrement au-dessus des normales de saison mais qui n'auront rien de comparable avec ce qu'on connaît sur le pays depuis le 8 août. Notez que des orages ont déjà été constatés hier soir dans les Alpes, de la grêle est même tombée. Cet épisode caniculaire est assez exceptionnel. De nombreux records de température ont été battus comme à Bordeaux par exemple. En début de semaine, le thermomètre affichait 41,6 degrés. Depuis le début de cette vague de chaleur, les températures sont en moyenne 6 degrés au-dessus des normales de saison en France. Les précisions d'Alexis Bourdon. Dans l'Aude, l'incendie qui a ravagé 17 000 hectares la semaine dernière et qui est toujours placé sous la surveillance de 500 pompiers pourrait avoir une origine criminelle. C'est ce qu'a indiqué hier le procureur de Montpellier qui a précisé que les premières investigations des gendarmes écartaient toute cause naturelle. Pour l'heure, l'enquête s'est démarrée le 6 août, se poursuit. L'Espagne, elle, demande l'aide de l'Union européenne pour faire face aux nombreux incendies qui se sont déclenchés sur son sol. Le pays a demandé l'envoi de 2 avions Canadair, notamment pour intervenir sur les feux qui ravagent la région de la Castille, où plusieurs milliers de personnes ont été évacuées depuis plusieurs jours. J- avant le sommet Trump-Poutine en Alaska, et une question: comment va se dérouler cette rencontre historique? Sans Volodymyr Zelensky, ça on le sait depuis un moment, malgré la pression continue des pays européens pour peser sur cette rencontre afin qu'elle préserve les intérêts ukrainiens, les présidents américains et russes vont donc
se retrouver en tête-à-tête pour un sommet bilatéral, le premier depuis le début de la guerre en Ukraine. Les deux hommes ne se sont quant à eux pas rencontrés depuis 2018 lors du premier mandat de Trump. Wilfried de Villers, le rendez-vous est fixé à Anchorage, la plus grande ville d'Alaska. Oui, précisément au sein d'une grande base militaire en périphérie au nord d'Anchorage, seule option répondant à tous les critères de sécurité pour un sommet d'une telle ampleur. Quant au choix de l'Alaska, 49e État des États-Unis, frontalier de la Russie, il a été le fruit de longues discussions entre Washington et Moscou, alors que c'est d'abord une rencontre aux Émirats Arabes Unis qui se profilait. Mais un sommet sur le sol américain arrange les affaires de Vladimir Poutine parce que cela lui permet de contourner le mandat international émis contre lui par la Cour pénale internationale, alors que les États-Unis ne reconnaissent pas l'instance judiciaire. Que va-t-il se passer demain ? D'abord, une rencontre en tête-à-tête confirmée par la Maison-Blanche, probablement uniquement entre Donald Trump, Vladimir Poutine et leur traducteur, même si de hauts responsables russes et américains seront bien présents en Alaska. Peu de détails pour l'instant sur le déroulé exact de la journée, tout en entretenant le flou sur ses attentes à l'issue du sommet. Donald Trump s'est voulu ferme hier, il menace la Russie de conséquences très graves, ce sont ses mots, si elle ne met pas fin à la guerre. Les explications de Wilfried de Villers. Nous vous en parlions dès hier. Un contrôleur aérien de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a été suspendu pour avoir crié « Free Palestine » par radio à l'équipage d'une compagnie israélienne. Des faits avérés car enregistrés. Une enquête a été ouverte et une sanction exemplaire a été réclamée par le ministre des Transports. Interrogé dans l'émission Trina Magdine et vous, Claude Moniquet, spécialiste du renseignement, a donné son sentiment sur la nature de l'acte de ce contrôleur aérien. C'est un acte, clairement, qui n'est pas un acte anti-israélien, qui de toute façon n'aurait déjà pas sa place dans ce cadre. C'est un acte antisémite. Et malheureusement, ça n'est pas le premier dans le cadre du transport aérien en France, puisqu'on a eu dans certains aéroports des agressions verbales du personnel au sol contre des Israéliens ou des Juifs ou supposait-elle qui descendaient de vol en provenance d'Israël. Donc ça témoigne clairement d'un climat qui est un climat détestable et qui malheureusement depuis le 7 octobre s'étend et s'est fortement étendu en France. Claude Moniquet, spécialiste du renseignement, interrogé par Trina Magdine pour Europe 1. Tout est à refaire pour Manuel Valls dans le dossier néo-calédonien. Au nom de leurs valeurs et de leur combat, les indépendantistes du FLNKS ont confirmé leur rejet de l'accord de Bougival signé le 12 juillet dernier. Un accord qui prévoyait d'instaurer un État calédonien, mais aussi la nationalité calédonienne, tout en permettant différents transferts de compétences, notamment en matière de monnaie. Refus donc de signer du FLNKS. Mais le gouvernement ne veut pas croire à un retour à la case départ et s'il déplore cette décision, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, veut tout faire pour maintenir le dialogue, Jacques Serret. Oui, Manuel Valls hausse le ton tout en tendant la main. Le ministre des Outre-mer parle d'un choix incompréhensible. À ce stade, écrit-il sur ses réseaux sociaux, le FLNKS tourne le dos à la recherche de consensus et à la discussion collective. Mais pas question pour lui d'en rester là, ma détermination reste intacte, affirme-t-il, assurant que sa porte reste ouverte pour comprendre les raisons peu explicites de ce choix. Le ministre confirme qu'il se rendra sur place la semaine prochaine. Il installera comme prévu un comité de rédaction sur l'accord de Bougival. Je rencontrerai toutes les délégations politiques, prévient-il, rappelant que chacun devra assumer ses responsabilités. Les mouvements indépendantistes ont déjà tranché. Ils ne participeront pas à ce comité de rédaction. Mais le dialogue n'est pas rompu. Certains membres du FLNKS se disent prêts à rencontrer le ministre lors de sa visite. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. À Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, une projection en plein air du film Barbie annulée par le maire après des menaces. Certains jeunes du quartier ont refusé la diffusion du film sous prétexte qu'il faisait l'apologie de l'homosexualité et portait atteinte au statut de la femme. Une projection qui s'adressait pourtant aux familles et un film qui avait été choisi par les habitants de cette ville. Le maire a préféré annuler la projection pour des raisons de sécurité. Il a porté plainte, tout comme Rachida Dati, la ministre de la Culture. Depuis le début de la semaine, plus de 40 lots de fromage produits dans une usine de la Creuse ont été rappelés. Vendus pour la plupart dans la grande distribution, ils sont suspectés d'être contaminés à la listeria. Le gouvernement précise qu'un lien est possible entre ces produits et 21 cas de listériose qui ont provoqué 2 décès. En France, plus de 2000 produits alimentaires en moyenne sont rappelés chaque année parce qu'ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Alors dites-nous, Charles Bouchin, comment fonctionne ce système d'alerte et de rappel des produits suspects ?
Eh bien, les autorités publiques et les supermarchés procèdent évidemment à des contrôles inopinés, mais la charge incombe surtout aux entreprises. En France, elles ont l'obligation de s'auto-contrôler. Si un problème est détecté sur leur ligne de production, elles doivent immédiatement en informer l'État. Une fois le risque confirmé, les produits sont retirés des rayons et les entreprises sont tenues de prévenir les consommateurs. Et problème, certaines marques peuvent ne pas jouer le jeu et éviter d'avertir l'État en cas de défaillance. Camille Dorios, directeur de campagne chez Foodwatch. Souvent dans les cas de scandale alimentaire, quand on reprend par exemple celui de Kinder il y a 2 ans, on se rend compte que les tests ont été effectués en décembre et que les rappels ont été faits en avril. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises à certains moments qui se disent que rappeler des chocolats avant Noël, c'est pas une bonne pub. Du coup, je le fais pas parce que potentiellement ça passera entre les gouttes juste à temps qu'il y ait tellement de gens malades que les autorités s'en rendent compte. Pour rester informés, les consommateurs peuvent consulter la plateforme rappel.conso.gouv.fr. Elle centralise les rappels par catégorie, marque ou code barre. En France, depuis avril 2021, les professionnels sont obligés de déclarer les produits rappelés sur ce site. Les explications de Charles Mouchin. Le sport, le football et le PSG qui offrent à la France sa première Super Coupe d'Europe. Pourtant, c'était vraiment très mal parti pour le club parisien, mené 2-0 par Tottenham à la 85e minute. Les Parisiens sont revenus à 2-2 dans le temps additionnel avant de s'imposer au tir au but grâce notamment à un arrêt décisif de leur nouveau gardien Lucas Chevalier. Luis Enrique a eu beau estimer que ces hommes dominés durant toute la rencontre ne méritaient pas de gagner. Les supporters prennent ce trophée qui est donc une première pour le foot français qui reprend ses droits avec la Ligue 1 ce week-end. Merci Jean-Luc Bougeon pour votre journal. 7h42.